Non, mais on va parler vite. On va parler vite parce que c'est très, très chaud en ce moment. Oui, c'est chaud. C'est chaud. Mais c'est dans la thématique, hein? C'est dans la thématique chaleur, mais... Claudel, toi, t'es une médecin. Oui. Puis tu étudies, ou en tout cas, tu essaies de conscientiser les gens sur des répercussions, mettons, des changements climatiques, éventuellement sur le système de santé ou sur la santé comme telle? OK. Les deux. C'est quoi les répercussions de ça? C'est-à-dire, on a plus chaud. Il y a la chaleur, il y a les infections, il y a la pollution, il y a les allergies, il y a les feux de forêt. En fait, chacun des impacts des changements climatiques, on peut l'analyser d'un angle de santé, puis se rendre compte qu'ils menacent la santé ou qui aggravent des problèmes existants. Quand tu commences à cumuler ou à additionner chacun de ces impacts-là, bien, le fardeau sur le réseau de la santé puis sur la santé des gens devient très, très lourd. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que le système de la santé n'est pas particulièrement prêt à affronter les impacts des changements climatiques. On y pense pas tant que ça, on est toujours en réaction. Puis, tiens, un exemple assez marquant, c'est ce qui s'est passé à Vancouver il y a 2 ans. Il y a un énorme dôme de chaleur. Il y a eu 600-700 décès en excès dans la ville pour la période du dôme de chaleur. Ça a eu des répercussions sur les systèmes d'urgence. Le service de coroner a été débordé. Il y a eu des appels d'ambulance qui n'ont pas été capables, qui n'ont pas été répondus dans les délais qui devaient être, qui ont probablement engendré des décès non liés à la chaleur, mais de gens qui auraient pu être pris en charge, mais qu'il y avait trop rapidement, de il y avait demandes. trop de demandes. Puis ce genre de situation-là, c'est pas ce que ça va arriver ou non à Montréal, c'est quand. Des fois, c'est un peu nébuleux, puis c'est un peu insaisissable comme concept, les changements climatiques, pour bien du monde. Puis on dirait que de l'ancrer dans la santé comme telle, les répercussions sur la santé humaine là, des particuliers, puis sur le système de santé, qui est déjà comme un sujet chaud, là, et déjà depuis des centaines d'années, là, je pense depuis toujours, dans tout, puis pas juste ici, là, je veux dire partout. Puis j'ai comme l'impression que ça ancre les affaires dans quelque chose de super concret, puis qu'on va pouvoir faire peut-être aller rejoindre plus de monde en faisant écouter. Je pense que c'est un angle, un argumentaire qui a été peu mis de l'avant dans l'espace public. Puis ça a été démontré avec d'autres études. Quand les médias traitent de la crise climatique, les angles santé sont souvent peu mentionnés. Puis quand ils sont mentionnés, les liens ne permettent pas, en fait, aux gens, à la population, de réellement comprendre. C'est soit dire que ça a des impacts sur la santé, mais on permet pas, on n'explicite pas les liens. Puis je pense qu'on a un travail à faire pour qu'on ait touché, parce que la santé, c'est quelque chose qui est universel. Ça nous touche intimement. Ah, puis c'est quelque chose qu'on veut préserver. On est très, très avare de notre santé, avec raison. C'est de nos proches, de nos parents, de nos enfants. Il y a certaines régions dans le monde, on s'attend à ce que les températures moyennes dépassent ce que les capacités humaines sont capables. C'est combien de degrés, ça? C'est autour des températures. Il y a des moyennes annuelles, mais au-dessus de 50 degrés, le corps ne peut plus faire grand-chose. Pour se rendre au coup de chaleur, il y a évidemment plusieurs étapes, mais à travers le monde, le réchauffement global, puis on s'aligne vers une trajectoire d'un réchauffement à peu près de 3 degrés Celsius. Là, on a tout le temps en tête de limiter à 1,5-2 degrés, mais le 1,5, on l'atteint d'ici 5 ans à 80% de probabilité. Là, on est plus en mode qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter plus que 1,5 degrés, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à si on est dans un scénario de 2 ou plus. Puis, mettons, dans cette optique-là de préparer, quand tu dis il faut qu'on se fasse un plan de match comme pour être prêt parce que ça s'en vient. Je pense que le réseau de la santé a 2 rôles. 2 rôles qui sont distincts, mais essentiels en contexte de crise climatique. Je pense qu'il y a un devoir d'exemplarité. On doit avoir un réseau de la santé qui arrête de contribuer à la crise environnementale. On sait que le système de santé est responsable d'à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. Si c'est un pays, ce serait le 5e plus grand pollueur. Après, il y a un devoir de préparation puis de réponse face aux différents aléas climatiques. Comment est-ce qu'on se prépare à des crises de chaleur, des crises d'inondation, des crises de feux de forêt? Récemment, le gouvernement a émis un plan de redressement du réseau de la santé en 50 mesures. Le mot environnement et climat ne figurait même pas dans l'ensemble. Sur aucune des 50 des mesures, sur aucune place dans le document. Tu peux pas penser améliorer l'accès au réseau de la santé sans penser à ce qui augmente. En fait, qu'est-ce qui fait que les gens vont consulter dans le réseau? Puis les changements climatiques sont un incontournable de ça. On ne peut plus... pour moi, c'est une grave erreur de ne pas l'avoir intégré. C'est un angle mort majeur, mais ça reste que les changements climatiques, puis ça a été démontré dans les études, ça occasionne une augmentation de l'achalandage sur le réseau de la santé. Je pense qu'on peut se préparer, puis on peut développer des programmes communautaires pour augmenter la résilience, nos capacités d'adaptation, puis voir le beau dans ce qui nous entoure, puis retisser un peu
les liens autour de nous, autour de notre voisinage, de notre collectivité, puis de la nature comme source de bien-être, finalement. C'est cette conclusion, moi je me ferme la gueule, j'ai rien à dire.